Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de bagnole. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Lola T70. Lola est une marque un peu particulière fondée en 1958 dans un seul objectif, faire de la course. Lola va engendrer quelques succès, notamment en Formule Junior, Formule 1100 et même en Formule 1. Puis va se tourner vers un monde qu'on aime bien sur cette chaîne, l'endurance. À ce moment précis, Ford cherche à s'associer avec quelqu'un pour produire la GT40 et aller battre le vieux Enzo. Et c'est Lola qui sera choisi et qui sera l'heureux élu, Vous allez voir que c'est pas si heureux que ça, pour participer à la construction de la GT40. Le truc c'est qu'à la base ils devaient être associés, et Lola devait avoir la même reconnaissance que Ford dans cette histoire. Mais en fait, Ford a toujours traité Lola comme des sous-fifres. Et donc, Lola a fini par quitter le projet, tout simplement. Et bien ouais, au bout d'un moment, quand vous êtes relou, démerdez-vous sans loup. Et ils vont décider de créer leur propre voiture, qui va du coup reprendre exactement la même base que la GT40. C'est ainsi qu'en 1965, Lola présente la T70 MK1 Spider. Et oui, la première version de la T70 c'était un Spider, c'était pas la fameuse coupée que tout le monde connaît dont on parlera après, c'était une Spider. Ouais. Et franchement, moi je la trouve encore plus belle en Spider et en MK1, j'aime vraiment beaucoup. Bref, sinon, parlons un peu plus technique. Cette T70, elle embarquait au choix soit un V8 Ford de 4,8 litres, soit un V8 Chevrolet de 5,7 litres. Elle remportera quelques courses, notamment en Angleterre, mais alors que 15 exemplaires de la MK1 ont été produits, elle est déjà remplacée en 1966 par la Lola T70 MK2 Spider. La MK2 Spider sera équipée du moteur Chevrolet de 5,7 litres qui offrira ici 508 chevaux. C'est avec la T70 MK2 Spider que commenceront les premiers succès de la Lola T70. En effet, elle fera une saison un peu plus remarquable dans le championnat Can-Am, Canadian American Challenge Cup, qu'elle remportera au Mans. Et dès 1967, celle que vous connaissez bien mieux, la fameuse Lola T70 MK3, apparaît.
Cette fois, les changements sont drastiques. Carrosserie coupée, 3 moteurs seront disponibles, le V8 Chevrolet 5.7 litres, le V8 Ford de 4.8 litres et un V8 Aston Martin de 5 litres. Donc il faudra choisir votre version, à votre convenance. Elle gagnera des courses comme le RAC Tourist Trophy, les 6 heures de Watkins Glen, bref, des trucs un peu sympas. Lola écoulera 32 châssis de la T70 MK2 et MK3, ce qui, avec les 15 exemplaires de MK1, nous donne un total de 47 châssis de T70. Il se trouve qu'à partir de 1968, la cylindrée des prototypes sera limitée à 3 litres, à moins qu'il ne soit produit à plus de 50 exemplaires. Et là, c'est le bordel. Pourquoi? Parce que des marques comme Ferrari ne peuvent pas produire 50 exemplaires. C'est pas possible. Surtout Ferrari qui est à ce moment-là dans un pétrin pas possible niveau économique et qui vient de se faire racheter par Fiat. Donc, certaines de ces marques vont devoir arrêter la compétition. Carrément. D'autres, qui ne pourront pas, comme Ford, produire 50 exemplaires, décideront de réduire la cylindrée de leur véhicule. Les Ford GT40 MK1 vont ainsi revenir en course alors que les MK2 étaient bien plus performantes. Ce qui va laisser à Lola et ses 47 exemplaires déjà construits de T70 le champ libre. Il leur suffit de construire 3 exemplaires pour pouvoir engager leur plus gros V8 dans la Lola T70 en endurance avec quasiment aucune concurrence. Et c'est ainsi que Lola saisit sa chance de marquer l'histoire en produisant la T70 MK3B. La T70 MK3B va donc embarquer un moteur unique, le V8 Chevrolet de 5.7 litres. Cette fois, vous n'aurez pas le choix. Elle arbore ainsi l'aspect d'homologation dans la catégorie groupe 6 et elle aura bien évidemment des modifications un peu aérodynamiques, etc. pour être un peu plus performante que la MK3. Cette Lola T70 MK3B va marquer les esprits en inscrivant un triplé aux 24 heures de Daytona en 1968. Elle remporte également le RAC Tourist Trophy. Elle se positionne au final 3e du championnat, derrière les Ford GT40 MK1 et les Porsche 906. Malgré le fait que les GT40 MK1 avaient eu une réduction de cylindrée, on était quand même sur des voitures qui étaient plus performantes et puis une marque qui a beaucoup plus de moyens que la marque Lola. Et puis les Porsche 906, elles n'ont pas bougé puisqu'elles étaient déjà dans une cylindrée inférieure en fait. Donc voilà. En 1969, la compétition sera rude car l'homologation des moteurs 5 litres sera de retour pour seulement 25 exemplaires. Donc Ferrari revient, la GT40 évolue, bref, la Lola, elle fait plus le poids. Et elle s'offrira quand même de nouveau les 24 heures Daytona, mais cette fois pas en triplé, et c'est tout. Enfin, en 1970, la MK3B gagnera les 1000 km de Villaril. Dernière victoire, un départ en beauté, un adieu sur les chapeaux de roue. Bon, bah maintenant comme à notre habitude, on va parler prix. Et là c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la T70, vous l'avez vu, c'est quand même une voiture qui a marqué l'histoire de l'endurance, c'est une voiture qui a un certain palmarès, etc. Et pourtant les prix ne sont pas du tout aussi aberrants que les prix qu'on a l'habitude d'entendre pour ce genre de voiture. Tout d'abord la T70 MK1 Spider qui se vend entre 300 et 400 000 euros. Vous voyez, c'est pas... Alors, bien sûr que c'est cher, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas cher. Bien sûr que c'est une voiture de sport, c'est une voiture de luxe, c'est une voiture qui a une certaine histoire, faut pas déconner non plus.
Mais quand on prend une GT40 qui vaut 10 millions, qu'on prend une AC Cobra qu'il est impossible de toucher à moins d'1 million d'euros, quand on prend AC Cobra de course, quand on prend tout ce genre de voiture, bah, au final la T70 c'est vachement pas cher par rapport au palmarès qu'elle a, par rapport à tout ça. Après là c'est la MK1 bien évidemment qui n'a donc jamais vraiment remporté des compétitions si affolantes que ça, mais ça reste une T70. La T70 MK2 Spider, alors elle c'est encore pire, j'ai vu une vente réalisée à 151 000 € en 2020. Et c'est la seule vente que j'ai trouvée. 151 000 € pour une voiture qui quand même a gagné la Can-Am. La MK3 coupée, bon, là on va monter un tout petit peu, ça se vend entre 400 et 500 000 €. Mais encore une fois, vous voyez, c'est pas le truc de fou quoi. Bon après bien sûr on arrive sur la MK3B, donc là on va monter un peu, et je n'ai que des vieilles ventes, hein, qui datent d'il y a 12 ans, donc qui sont peu informatives, et à l'époque ça se vendait entre 600 et 700 000 €. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut passer bien au-dessus du million sans problème. Mais même si on dépassait le million, eh ben, ce serait pas si cher. Pour une T70 MK3B qui a fait un triplé à Daytona, etc., qui est... Enfin, c'est fou. Je veux dire, c'est quand même fou. On peut parler de voitures comme une Aston Martin DBR1, Aston Martin DB3S, Ferrari 250 GTO. Alors je suis d'accord, le palmarès c'est pas comparable. On n'est pas non plus sur des palmarès aussi fous. Mais là, les voitures que vous avez citées, c'est des voitures qui ne se vendent pas en dessous de 15 millions d'euros. donc oui, il y a ce truc de la T70 a quand même un palmarès assez important par rapport au prix qu'elle vaut aujourd'hui, je trouve. Voilà. Et ben voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!